Si l'ampérime était compté 1, partie D, à Salon de Provence, 36 300. Interview de Robert Messon par Marco Bruna, Salon de Provence, le 16 juillet 2014. Partie D. La raison, c'est que dans le clocher de Saint-Michel, il y a les cloches, alors qu'il n'y avait pas avant. Donc, je ne sais pas s'ils l'ont daté, non. Ils ne datent jamais rien. Est-ce qu'on sait qui a fait la donation des cloches pour Saint-Michel? Est-ce que je dois le dire? Je ne sais pas, tu es libre. Mais tu veux le savoir. Tu peux oui un peu quelque part. Hein. C'est Adrien Roux. Ça me parlait. C'est Adrien Roux. Ça me parlait. Et chaque cloche, à l'exception de la plus grosse, représente un de ses enfants. Et chaque cloche a le nom d'un de ses enfants. Que j'ai filmé, qui sont les archives de la ville en vidéo. Et la plus grosse, c'est lui, évidemment. C'était mon voisin, bon, je peux te dire que... Et c'est lui qui a fait le chèque, qui a tout payé. Extraordinaire. Alors là, cette partie-là... la conciergerie oui, c'est bidon. C'est un truc qui a été bricolé, fait vers les années 1900 par là. Avec des récupérations, avant il y avait un blason, là c'était le blason de Nostradamus, enfin qui n'avait rien à foutre là, ça avait été fait probablement par les militaires. Le bâtiment, lui, il est beaucoup plus ancien, il communiquait par un couloir à l'intérieur sur cette partie-là, parce que c'était fermé, parce que c'était là qu'il y avait les enfants abandonnés. On mettait les prêtres, il y avait des cordeliers là, qui s'occupaient des enfants chapardeurs ou abandonnés, et ils s'occupaient de les rééduquer. Alors ça fait qu'ils rentraient par là, ils avaient leur dortoir de l'autre côté, et ça servait de classe, en quelque sorte. Tu vois. Alors là c'est le lit de l'empereur. Imaginez qu'une continuille. Ouais. Je te dis au revoir, Marco. Oui. Merci pour la malle. Il est quelle heure en fait? Midi moins le quart. Quoi? Midi moins le quart. Ah bon? Je nous ai remis l'enregistrement. Voilà, oui, ça c'est le truc classique, oui. Voilà. Ah, le fameux... Ça, je vois, je sais pas du tout qu'est-ce que c'est. Alors ça c'est un drapeau... La brèche de Constantine. Le sabre de lame, c'est caractéristique des... comment on appelle ça, des Arabes. Hein. Donc il avait souvent dans la piraterie ce genre de truc. C'est pas le serpent, la langue du serpent? Parce que dans le désert, là-bas il y a des serpents, non, c'est pas ça? C'est un sabre de lame. Voilà, c'est assez... Et là, en haut, c'est ceux qui restent du Toug, quoi. Voilà, quoi. Ce fait de reliquat de forme. Ouais, là, c'est classique. Tu l'as, ce petit ouvrage? Je sais pas, peut-être pas. Je te l'offre, Robert. Ah oui? Là, je te l'offre. Il est en ce moment au château, je te l'offre. Celui-là est pour toi. Ah, mais ça, c'est classique. Et ça, c'est des classiques, effectivement. Alors, ce canon, il a quand même une anecdote, parce qu'il a été retrouvé servant de monument aux morts près de Toulouse, dans une école. À 14-18. Et le monument étant démoli, on l'avait mis dans un hangar près d'une école, et le père Brunon, Jean, l'avait récupéré. On avait fait réparer les roues, réparer le canon. C'est M. Comte de Vols qui l'a remis en état de fonctionnement, parce que les Allemands, pendant la guerre, pour pas qu'on s'en serve, ils avaient soudé. Ils avaient soudé le canon ici, soudé le canon tout le long. Alors il a fallu travailler des semaines et des semaines, j'ai travaillé avec lui d'ailleurs, pour enlever les fameuses soudures que les Allemands avaient fait, pour pas qu'on se resserve du canon. Voilà.
le monsieur Comte de Vols, avant de mourir, il avait, quelques années avant de mourir, grâce à lui, parce qu'il était artilleur, monsieur Comte de Vols à l'origine, il savait comment fonctionnait ce canon de 75. Et donc c'est grâce à lui que on avait remis en état complet de fonctionnement le canon. Ça c'est le fameux cascadrian, ça c'est Jean Brunon, ça c'est son frère. C'est Raoul Brunon. Ouais. Il est en 1917, il a été tué d'un éclat d'obus dans la tête. Donc ça c'est Bange. Ah ça c'est un 77 autrichien. Alors le 77 autrichien, il était à moitié pourri. Et là ce qui avait été fait, c'est que toutes les roues et tout ça, il ne restait plus que la ferraille. Et on l'avait donné à Nîmes, il y avait un petit par d'artillerie, et les artilleurs de Nîmes, à l'époque, il y a très longtemps, nous ont refait à l'identique les roues. Pour le canon de 14-18. 77 autrichien. D'accord. Voilà. Alors, cette vitrine, à l'origine, elle était au premier étage du château, avant de redescendre dans la cave. Elle était au premier étage du château. Et la mitrailleuse, là, c'est Maxime qui est là, hein, elle était aussi au premier étage du château. Et le rigolo de l'histoire, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas de vitrine, on n'avait pas les moyens d'acheter des vitres. Donc, c'était tout comme ça. Et les cérémonies des anciens combattants, se faisaient devant cette vitrine, parce qu'il y avait la symbolique du soldat français, du soldat allemand, voilà. Tu vois ? Mais ce qu'on n'avait pas prévu, c'est que quelqu'un en nettoyant, parce que juste avant la cérémonie, la veille, on nettoyait tout, mais j'en ai parce que c'était toujours à la poussière, il n'y avait pas de vitrine à l'époque. Voilà. Et donc, il avait armé la mitrailleuse. Et les cartouches qui étaient là n'étaient pas démilitarisées à l'époque. C'est moi qui les ai démilitarisées. Il avait, sans le vouloir, tiré la culasse de la mitrailleuse armée. Et là devant, il y avait tous les anciens combattants un à côté de l'autre pour recevoir des décorations, la Légion d'honneur, tout ce que tu veux. Et quand la cérémonie s'est faite, on a regardé la mitrailleuse et on s'est dit, oh la vache, si jamais ça part tout seul, ils y passent tous. Et soit, devant la vitrine de 14-18, ça aurait été quand même un comble. On a immédiatement, quand ils ont été partis, enlevé la bande, désarmé la mitrailleuse. Et après, j'ai fait des trous dans chaque cartouche pour pas qu'elle puisse partir. Tu remarqueras, il y a un petit trou derrière les cartouches. Si un jour tu as l'occasion. Alors il faut savoir aussi que le brelage des soldats français, alors le brelage des soldats français, c'est ça, là. Qu'ils ont pour tenir les cartouchières, tu vois, tous ces brelages-là, ici, toutes ces ceintures-là, ici, tu vois. Ouais. Tout ça, c'est ma collection personnelle, c'est moi qui ai fait d'eau au musée. Derrière, tu verras, il y a écrit collection Robert Messon. Robert Messon, collection. Et ça, on a oublié ça. Voilà. Tous les brelages. Alors tous les brelages, il n'y en a qu'un qui est authentique de 1914. Tous les brelages sont de 1940. Pour une simple ça, à Cadonnet, on m'avait donné 2 selles de chevaux qui avaient été découverts dans une ancienne gendarmerie qui n'était plus utilisée depuis au moins 50 ans, peut-être plus. Et dans des caisses, il y avait 2 vieilles selles de chevaux abîmées et une caisse remplie de brelages pour de la guerre de 40 en fait. Voilà. Mais qui ressemblent à ceux de 14-18, à la différence seulement qu'il y a un anneau en fer au lieu d'un anneau en cuivre derrière. Voilà. Alors 14-18 c'était un cuivre. Et moi, au château, il en manquait, et je l'ai donné au château.
Un Robert. Tu vois, voilà. C'est ça, tu vois, là. Ça, c'est le modèle allemand avec les crochets. D'accord. C'est des bretelles, en fait. Hein. Du brelage, mais c'est des bretelles. Lui, c'est pareil, tu vois. Là, c'est pareil. Les ceintures, tout ça. Là, on est reçu. Tirailleur sénégalais. Oui. Tu peux m'en dire deux mots, s'il te plaît, Robert, derrière, s'il te plaît? Alors, tu as la mémoire. Le tirailleur sénégalais, le mot, bon, il vient de tirailleur, hein, de tirailler, parce que le défaut des troupes africaines, surtout en 14, c'était de tirer à tort et à travers. Ils avaient des difficultés si tu veux, à se servir correctement des armes qu'on leur donnait. Pas des difficultés majeures, mais ils s'énervaient facilement. Si tu veux, à l'entraînement, ils étaient posés, ils tiraient bien, et tout comme les soldats français. Mais face au combat, ils perdaient vite leur sang-froid et ils tiraient de tous les côtés. Donc, si tu veux, c'était tirer sur l'ennemi au maximum, quoi. Voilà. Et les tirailleurs sénégalais, c'était des volontaires. Contrairement, on ne les a pas mobilisés de force, hein, comme on entend dire souvent. Hein. C'était des volontaires parce qu'ils étaient français à l'époque. Et ils se considéraient comme français. C'est-à-dire défendre le territoire français. Celui-là, c'est de quelle époque? Ah, ça, c'est l'époque de la guerre de 14 aussi, hein, parce que là, il est complet. Il a son fusil Lebel. Non, c'est un Berthier qu'il a bien fait. Bon, le bel Berthier, c'est pareil. Et donc, si tu veux, il est de l'époque 1900. Hein. Il a bien hiver. Il n'a pas la tenue blanche d'été. Là, il y a la mitrailleuse Saint-Étienne. Mitrailleuse Saint-Étienne. La Première Guerre mondiale, 1914-1918. Là, c'est classique. Voilà, il y a du beau monde. Bon, ça, c'est classique. Là, bon, il est en tenue de légionnaire, hein, avec le protège-nuque du soleil, tu vois, c'est dans la tenue classique du légionnaire. 62-1967. Oui, mais si tu veux, en 14, ils avaient ce genre de choses, et notamment en Algérie. D'accord. Voilà. En Algérie, bon, ils avaient ce fameux képi très haut, qui petit à petit, après, il a raccourci, et maintenant, il est devenu le petit képi, qu'on retrouve encore dans la Légion, puisqu'il a été quasiment supprimé partout, le képi. Tu vois, voilà, là, il y a le képi ancien, et là, le képi plus moderne, si tu veux, plus proche de 1914, ce képi-là, hein, qui avait une housse blanche pour la Légion et bleue pour les autres troupes. Est-ce qu'il mettait de l'eau là pour avoir de l'humidité au lait? Oh, ben, probablement, hein, parce que bon, les soldats, qu'est-ce que tu veux à l'époque, c'était des hommes, hein, ils avaient chaud, ils se couvraient d'eau, probablement. Là c'est pareil, bon là il a l'équipement Spencer, Remington, carabine Spencer, bon, voilà, Selle. Contrairement à ce qu'on croit, nos fusils à nous qui se chargeaient encore par la bouche, hein, à ces époques-là, pour la majorité, hein, donc n'étaient pas encore pendant les guerres du Mexique à culasse, bon, quoique peut-être certains chasse-peau commençaient à apparaître, mais nos fusils se chargeant par la bouche, ils étaient quand même beaucoup plus puissants que les fusils américains, là, que tu vois, qui eux tiraient plusieurs coups, que jusqu'à 10 coups pour certains, 5 à 10 coups pour certains, hein, en armement, mais si tu remarqueras, ce sont des petits fusils à canon court qui ont une très faible portée. Et c'est ce qui faisait nos forces là-bas. Parce que nous, avec nos vieux fusils, nous étions plus puissants qu'avec leurs fusils modernes. Les nôtres, ils tiraient qu'un coup, les autres, ils en tiraient plus, mais c'était nous qui étions les plus puissants. Un tir de plus longue portée, c'est ça? Voilà. Et eux, ils avaient des tirs pour tirer très très proche, et ils n'avaient pas de puissance de feu. Les armements à culasse qu'ils avaient? Voilà. Oui. Ils étaient en avance sur nous.
Nous, tu vois, on chargeait encore, on avait des fusils à amorce, mais on chargeait encore avec la tringle. Tu vois la tringle là, comme tu la vois sur l'autre bouquet, sur l'autre. On la voit pas. Ouais, on la voit pas parce qu'il y a le manteau dessus. Mais bon. Bon, là, on n'a pas trop parlé de la baïonnette. Alors, la baïonnette, ben, c'est Bayonne, son invention, qui à l'origine s'enfonçait dans le canon. Voilà. Après, plus tard, bon, devant l'inconvénient, quand il y a la baïonnette, tu ne peux pas changer de fusil. Voilà. Alors, on a quand même trouvé la baïonnette à virole, qu'on glisse dans le canon et qu'on serre pour pas qu'elle tombe. Alors donc, là, ça a été une avancée de la baïonnette à virole, ce qui permettait d'avoir le fusil chargé et la baïonnette. C'est-à-dire qu'on pouvait tirer qu'au dernier moment et se servir de la baïonnette. Donc ces baïonnettes à virole sont restées extrêmement longtemps. Après, on a sorti les sabres courts baïonnettes, comme tu vois là. Donc sur ce fusil, il a un sabre baïonnette au bout. Voilà. Alors, ce qui permettait d'abord d'avoir une longueur appréciable pour aller chercher l'ennemi un peu plus loin. Et ce qui avait aussi l'avantage, c'est que tu avais une arme de poing très rapidement. Tu décrochais la baïonnette et tu avais un sabre pour te défendre. Donc, c'était 3 armes dans la même une. Un, pour le fusil, aller piquer l'ennemi bien loin. 2, donc la baïonnette. 2, tu avais la possibilité de le décrocher rapidement, parce qu'il y a un bouton pressoir pour l'enlever, tu vas décrocher une arme de poing pour te défendre corps à corps rapidement, tu vois. Donc tous ces avantages étaient réunis pour que cette de baïonnette soit adoptée très rapidement. Là, et la longueur, est-ce que c'est pour désarçonner un cavalier? Permet de toucher le cavalier, parce que tout à l'heure, c'est d'un mètre, en tout, alors qu'en de bras, il faut ajouter 1 mètre. Donc tu pouvais toucher le cavalier très facilement.